Bonjour Stéphane Séjourné. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté d'être sur le plateau ce matin. Vous êtes le secrétaire général de Renaissance, le parti présidentiel. C'est votre premier déplacement outre-mer depuis votre prise de fonction. Et vous réservez ce premier déplacement à Mayotte. À Mayotte. Exactement. L'objectif de votre séjour chez nous, c'est lequel ? D'abord, peut-être deux messages. Le premier message, c'est que je suis venu installer une nouvelle équipe départementale, ici à Mayotte, du parti présidentiel de Renaissance, avec un changement d'organisation qu'on a voulu également en Hexagone, avec plus de moyens sur le territoire, plus de décentralisation, un changement également dans la manière de choisir ses dirigeants, puisqu'aujourd'hui, ce sont les militants du parti qui désignent et qui élisent les responsables politiques. Donc on aura un bureau politique ici du parti présidentiel qui sera composé à la fois d'élus, de responsables politiques que l'île connaît, avec des gens qui pourront s'investir également. Je pense notamment au sénateur Tani, qui sera aussi en responsabilité. On a des sénatoriales bientôt. Et donc, cette nouvelle équipe départementale disposera de nouveaux moyens. Et puis, je les incite, y compris, à peut-être avoir des locaux. Et puis, faire des campagnes locales, puisque l'important, c'est aussi, en tout cas pour le parti présidentiel, c'est de donner et faire confiance notamment à des gens qui font des projets locaux et puis qui vont aux élections locales. Alors, quand même, Stéphane Séjourné, il faut se dire les choses. Vous avez 14 maires, en tout cas pour la campagne présidentielle, 14 des 17 14 maires. élus par an, exactement. Voilà, étaient derrière vous. Sur le terrain, une difficulté forte à convaincre ou à faire comprendre tout ce qui a été fait, parce qu'il faut le reconnaître, il y a des moyens supplémentaires qui ont été apportés sous Emmanuel Macron à Mayotte. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à convaincre la population du boulot fait ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est qu'aujourd'hui, c'est toujours beaucoup plus facile d'avoir du carburant électoral sur l'échec et sur la perception de ce qui se passe ici, qui est une vraie, il ne faut pas se leurrer, et être aussi humble par rapport à la situation sur la question migratoire, sur les questions d'insécurité. Et nous, on a une obligation de résultat. Alors, on a hérité d'une situation qui était déjà très compliquée en 2017. On a mis beaucoup de moyens. Il y a eu 40% de policiers et de gendarmes supplémentaires ici. On a 750 policiers, 212 gendarmes. On a 6 patrouilleurs qui vont arriver d'ici 2025 pour traiter ces questions-là. On est arrivé à un flux migratoire qu'on a connu dans les années 2012 aujourd'hui, donc ça a régressé, mais on voit bien que la perception n'est pas là. Et donc il va falloir continuer ce chemin-là, et puis surtout expliquer ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, comment on va mettre en place des politiques publiques, comment, y compris le Mayotte va se développer économiquement, quels sont les ressorts et les politiques publiques de l'État et des collectivités ensemble pour pouvoir accélérer en tout cas ce développement à Mayotte. Donc tout ça participe, en tout cas pour ce qui est de ma responsabilité, à mettre en place des équipes. D'abord, il y a un changement de pied très clairement, je le disais, dans l'organisation du parti. Et puis peut-être le faire savoir est aussi important. On entend beaucoup les oppositions, on entend beaucoup les critiques. Il y a des choses positives, vous savez, dans l'Hexagone, on parle souvent de Mayotte en négatif. Oui. Il y a quand même des choses qui se passent ici qui sont incroyables. On a un bout de terre ici qui est normalement le point d'entrée, y compris pour l'Europe. On en parlera peut-être sur les fonds européens, mais je pense que cette île, ce département a beaucoup d'atouts. Je voulais revenir sur l'action du gouvernement à Mayotte. C'est vrai que vous avez mis des moyens dans la lutte contre l'immigration clandestine, à la fois en mer, à la fois sur terre, y compris aussi sur les enquêtes. Il y a 2 réseaux de passeurs qui ont commencé à être démantelés et jugés dans les dernières semaines. À chaque fois, sur 2 ou 3 ans, c'est des dizaines de milliers de clandestins qui ont été aidés, si on en croit le compte-rendu des enquêtes. Et de l'autre côté, le pays d'origine de cette immigration, l'Union des Comores, semble être quand même un tout petit pays par rapport à la France. Et la population mahoraise ne comprend pas comment la France, 6e puissance mondiale, ne parvient pas à mettre au pas l'Union des Comores et à leur imposer de retenir leur population. Parce qu'on le voit, dans les 2 réseaux qui sont tombés, la tête de pont est aux Comores et n'a toujours pas été arrêtée.
Oui, il y aura de toute façon à remettre beaucoup de pression diplomatique et politique dans notre organisation collective. Vous savez, on vit aujourd'hui un peu partout en Europe la même chose sur des pays qui sont déstabilisés. Oui. Je regardais les chiffres avant de partir et avant de venir ici. Typiquement, le retour des talibans en Afghanistan a provoqué à peu près 120 000 demandes d'asile en Europe supplémentaires. Donc on voit bien la corrélation directe entre la déstabilisation politique, la pauvreté, la recherche d'un Eldorado. Et c'est ce que vous vivez ici, puissance 10. Et donc il faut effectivement travailler pour le développement effectivement économique des Comores de l'autre côté, mais en même temps, il faut être assez intransigeant aussi avec le gouvernement là-bas. Et donc, il y aura, s'il y a de l'aide au développement qui est fait, il doit y avoir aussi de leur côté, justement, des engagements qui sont pris. Mais ils le font pas. Aujourd'hui, ils ont été signés en 2019, les engagements aujourd'hui, ils ne sont pas leurs pris engagements. pour une grande partie. Et donc, il faudra remettre probablement sur la table un certain nombre d'accords diplomatiques et politiques avec eux. Ça, c'est une certitude. Alors, Gérald Darmanin a annoncé hier enfin, en tout cas, la presse a... La presse, oui. Exactement. Oui, oui. Il n'y a pas encore eu d'annonce officielle. La presse a annoncé une opération d'envergure avec 1000 décasages. Et c'est vrai que quand il est venu, le ministre de l'Intérieur, à la fin de l'année, les langues se sont déliées. Il a organisé des réunions. Il y a un plan géant de décasage qui a été organisé. Aussitôt, l'article de presse a généré des éclats de rire en disant oui, c'est génial, on va décaser, mais on les raccompagne comment, on les loge comment, on va se faire caillasser encore plus que l'on se fait caillasser aujourd'hui. On en est où de cette opération ? Faut croire à ces annonces, c'est n'importe quoi. Il y a deux sujets sur l'annonce en elle-même. Moi, je n'ai pas d'informations précises. Il y a deux problématiques qu'il faut traiter en même temps, c'est-à-dire le flux de migrants. Claire. Ça, c'est une certitude, ce que je vous évoquais à l'instant, et donc les moyens vont être remis, et donc il faut des moyens diplomatiques, il faut plus de pression politique, et puis il faut des moyens humains pour pouvoir contrôler que ces accords-là sont bien respectés. Et puis après, il y a ce qui se passe ici, et la réalité aujourd'hui de Mayotte, et donc il faut pouvoir le traiter. Il y a une volonté de la part de Gérald Darmanin, du gouvernement français, de pouvoir traiter les deux sujets en même temps. Et donc ne pas faire de hiérarchie et de pouvoir justement apporter des solutions, y compris à la vie quotidienne, à l'insécurité et au flux migratoire et la pression, y compris ici. Vous avez beaucoup de population qui est venue aujourd'hui, qui est encore en situation irrégulière. Il faut pouvoir le traiter, ce qu'on appelle le stock, Oui. vulgairement en langage technique. Mais en tout cas, ce stock-là, il faudra le traiter. Il faut, y compris pour des questions humanitaire presque aujourd'hui, dans la capacité aussi de réguler ça, et puis que les gens ne soient pas dans des situations de pauvreté, et y compris de problèmes sanitaires. Alors, vous l'avez dit, vous êtes venu pour installer une nouvelle équipe sénatoriale au mois de septembre. Le sénateur Tani était assis à côté de vous. Vous l'avez présenté comme le numéro 2 du parti politique Renaissance ici à Mayotte. On sait, il y a 2 sièges de sénateurs à Mayotte. Il y a 2 sortants Renaissance aujourd'hui. Donc, Tani est présenté comme candidat pour Renaissance. Quel est le second candidat ? Parce qu'il y a le maire de Dzaoudzi l'Abattoir également qui est sur les rangs. Écoutez, au niveau national, il y a 170 sièges à pourvoir. Le Renaissance renouvelle 12 sortants, et le bureau exécutif du parti au niveau national a décidé de donner sa confiance aux 12 sortants qui voulaient y retourner. Parce que cette élection est très particulière, cette élection sénatoriale. Elle a quelque chose de très personnel dans la capacité de convaincre les grands électeurs. Bien sûr. Et donc, il faut pouvoir aller chercher les voix un par un, faire confiance, en tout cas avoir la confiance des élus locaux, y compris. Je pense que là-dessus, les 2 sénateurs sont en train de faire campagne. Et puis, donc, on n'a pas souhaité renouveler l'ensemble des sénateurs et plutôt faire confiance aux 12. Donc ici à Mayotte, les 2 auront en tout cas le soutien du parti Renaissance. Donc à la fois Tani et Hassan Abdallah. Exactement. Après, évidemment, moi, pour ce qui est des sénatoriales, je souhaite qu'il y ait le plus de sénateurs constructifs qui soient élus et qui puissent porter la voix des territoires et qui puissent aussi construire des politiques publiques
avec le gouvernement, avec la majorité présidentielle. Donc s'il y a des élus ici qui seront en capacité d'avoir ce profil-là, ça sera tant mieux. Mais en tout cas, le soutien politique vient à nos 2 sénateurs sortants. Alors vous avez hier, et tout à l'heure également, dit que vous aviez 2 messages. Donc le premier, c'était pour repartir à la conquête du cœur des Mahorais, quelque part. Et le second message politique, qui est quand même important, concerne les fonds européens. Tout à fait. On devrait avoir, et donc je mets encore des guillemets, puisque ça a été un combat de longue durée avec Stéphane Bijoux, qui est le député européen qui s'occupe également de cette région du monde, qui est réunionnais à la base, mais qui a un œil très attentif sur Mayotte, avec Tani, le sénateur Tani. On s'est battu pour qu'on puisse suspendre la suspension et donc que les fonds européens puissent revenir effectivement sur Mayotte. Donc Mayotte récupère le chéquier. Alors, pour l'instant, la notification de la Commission européenne n'a pas eu lieu à la France, mais a priori, les informations qu'on a, c'est comme les opérations qui se préparent. Les informations qu'on a, voilà, les informations qu'on a sont quand même très positives. Il devrait y avoir effectivement une validation et une levée de cette suspension des fonds européens, ce qui est une très très bonne nouvelle pour nous, une très bonne nouvelle y compris pour la France, puisque on parle de à peu près 280 millions d'euros qui pourraient être mis à disposition des grandes infrastructures ici, et donc pouvoir cofinancer un certain nombre de grandes infrastructures que d'ailleurs le département a vraiment besoin aujourd'hui. Donc c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, je ne méconnais pas les difficultés locales, mais il ne faudrait pas que les difficultés locales viennent entacher une décision européenne qui est plutôt une décision positive. Alors justement, et donc GIP... je le disais hier sur le GIP, je le disais hier, il faut que maintenant la pression soit forte, puisque derrière, il y a des enjeux financiers qui sont énormes et des enjeux de développement pour le département qui sont très grands. Alors là, on est sur la fin du programme opérationnel. Donc les 280 millions dont vous parliez, c'est pour payer des projets qui sont déjà engagés et souvent réalisés. Les porteurs de projets attendent cet argent avec impatience. Comment on règle la difficulté au niveau du GIP l'Europe à Mayotte entre la préfecture, le conseil départemental, et on sait qu'il y a une tension politique latente puisque le conseil départemental veut récupérer l'autorité de gestion. Donc l'échec quelque part de la préfecture, c'est la possibilité pour eux de récupérer ce qu'ils attendent avec impatience. Oui, après, vous l'avez dit, c'est très important pour les investisseurs ici, pour leur donner confiance, pour qu'on puisse avoir des leviers d'action, y compris avec de l'argent privé qui puisse aussi arriver. Jusqu'à 2028, de toute façon, toutes les opérations vont être labellisées entre les deux, en tout cas le département et l'État. Et donc, à terme, il y a toujours une volonté de normaliser la situation à Mayotte et de faire d'ailleurs comme en Hexagone avec une autorité de gestion aux collectivités territoriales. Donc ça, en tout cas, cette volonté politique-là, elle est là toujours, et je pense que c'est le sens de l'histoire que les collectivités ici, que la collectivité ici puisse récupérer la gestion des fonds européens. Maintenant, il faut qu'on soit pragmatique. On a de l'argent et de la labellisation de projets, des investisseurs qui attendent. Et il faut maintenant pouvoir normaliser les choses, toujours dans cette optique de récupérer pour la collectivité la gestion des fonds européens. Mais je le disais hier soir, y compris auprès des militants que je voyais, je pense qu'il y a soit il y a un problème politique et il faut pouvoir le régler, et donc il faut qu'effectivement l'État et la collectivité se parlent maintenant, et parce qu'il y a une pression politique qui va monter de la part des investisseurs, mais y compris de notre part, politiquement, pour qu'on puisse régler la situation. C'est logique. Soit il y a un problème judiciaire, et à ce moment-là, il faut absolument que la justice tranche, et le plus rapidement possible dans ces cas-là, pour voir s'il y a eu des difficultés d'un côté et d'un autre. Moi, je ne suis pas là du tout pour faire la leçon. Je suis là pour donner en tout cas des orientations et une volonté politique. Et la volonté politique, c'est qu'on puisse utiliser ces fonds européens le plus rapidement possible. Après, c'est soit à la justice, soit au gouvernement
et à la collectivité de pouvoir s'arranger, en tout cas, pour qu'on puisse lever les blocages. Réforme des retraites, 2 amendements co-signés par le gouvernement et Estelle Youssoufa pour à la fois augmenter le minimum vieillesse, et aussi, pour ceux qui ne sont pas éligibles, augmenter les pensions de retraite. Vous avez dit hier que vous étiez en train de préparer avec le sénateur Tani un amendement pour justement augmenter le minimum retraite. C'est réécrire les 2 amendements. C'est quoi la stratégie? On reprend ceux de l'Assemblée nationale, on les remet à la sauce Sénat pour être sûr qu'ils passent. Enfin, c'est quoi la stratégie politique? Non, alors vous êtes sans savoir, il y a à peu près presque 3000 aujourd'hui personnes qui touchent la retraite ici dans le département. Oui, 2006, je crois, voilà, précisément. 2006, près de 3000 personnes. Oui. Ces 3000 personnes sont souvent en dessous de ce seuil. Et effectivement, entre 100 et 150 euros, c'est une belle revalorisation. Bien et ça sûr. participe de l'objectif politique que nous avons de remettre au même niveau que l'Hexagone les prestations sociales au fur et à mesure des années pour effectivement rehausser le niveau de vie, y compris ici. Donc c'est une bonne nouvelle et c'est une accélération de ce dispositif et donc il faut tous s'en satisfaire. Et effectivement, on a prévu déjà dans la loi, et on n'a pas pu, à cause de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, de l'obstruction parlementaire, notamment des oppositions, aller jusqu'à la lecture des articles 10 et 11 qui étaient sur ces questions-là. Et donc, nous allons reprendre ces amendements qui ont été travaillés d'ailleurs en amont et pendant la première lecture, y compris avec les membres de la majorité, pour pouvoir justement bénéficier de ce plus 100, plus 150 euros pour le minimum vieillesse qui nous permettra notamment d'avoir un vrai souffle pour les retraités aujourd'hui sur le département. Donc c'est la revalorisation de l'allocation spécifique de solidarité pour les personnes âgées dont on parle. C'est bien ça? Oui, et exactement, ça nous permettra justement d'avoir c'est à peu près... je pense que la plupart des retraités ici ne touchent pas plus, oui. Puisqu'il y a un calcul qui est spécifique, qui a été mis en place assez tardivement. On n'est pas sur les mêmes régimes de retraite qu'en France métropolitaine. Donc effectivement, on se retrouvera dans une situation où ce rattrapage est une accélération. Et je pense que c'est une bonne chose pour les retraités de Mayotte. Alors, on le sait, le texte final sera celui qui sera retenu en commission mixte paritaire. Donc, l'Assemblée nationale a proposé 2 amendements. Comme vous l'avez dit, ils n'ont pas été votés, hein, évidemment. Le Sénat va en proposer aussi. On ne sait pas l'issue du débat parlementaire. Est-ce qu'on a la certitude, la garantie aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous garantir que cet amendement réécrit du sénateur Tani sera retenu par la commission mixte paritaire? Parce que l'écrire, le proposer, mais qu'il ne soit pas dans le texte final, je dirais un peu trivialement, on s'en fiche complètement. Oui, on a un enjeu, c'est qu'il soit déjà dans le texte. Parce que pour que la commission mixte paritaire, donc cette réunion entre des députés et des sénateurs pour trouver un accord entre les 2 chambres puisse discuter de cet amendement, il faut que cet amendement soit dans un des textes. Et donc, soit au Sénat, soit à l'Assemblée. Il ne sera pas à l'Assemblée, a priori. Donc, la responsabilité des sénateurs, c'est de l'inscrire dans le texte. Donc ça, c'est le premier point. À partir du moment où il sera dans le texte et que les sénateurs de la majorité ont une commande et un soutien politique, moi, en tout cas, mon groupe politique... De la majorité présidentielle. De la majorité présidentielle. Renaissance, le parti, soutiendra ces amendements, évidemment, et poussera évidemment le gouvernement à donner un avis favorable dans la séance. On verra dans quelle mesure on arrive à convaincre l'ensemble de la commission mixte paritaire. Il y a un travail politique, c'est normal, de conviction, d'explication aussi de la situation ici à Mayotte, auprès de l'ensemble des parlementaires, y compris à l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale aura son mot à dire, puisqu'ils sont représentés par des députés en commission mixte paritaire. Mais tout ça, ça va prendre un petit peu de temps, mais je suis assez confiant sur le fait que le gouvernement puisse reprendre à partir du moment où la majorité présidentielle pousse. Merci beaucoup Stéphane Séjourné. Merci à vous en tout cas de cette matinale. Vous voulez revenir quand? Vous allez revenir quand? J'aimerais bien évidemment revenir. Comme vous l'avez dit, c'est mon premier déplacement en Outre-mer. Je l'ai réservé à Mayotte. Merci. Alors, ça fait des fois grincer des dents les autres territoires ultramarins. Mais je pense que c'était important parce que ici vous avez quand même un bijou, je pense. Nous politiquement, on a beaucoup de choses à faire et les responsables politiques
souvent cherchent des fois des problèmes à des solutions. Ici, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de solutions à trouver, et c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler avec vous et puis de faire évoluer la situation positivement. En tout cas, je reviendrai dès que je pourrai venir, je reviendrai ici à Mayotte pour voir aussi l'évolution. Et pour voir notre lagon, parce que c'est quand même important de se dire que derrière tout ce qu'on fait, il y a un trésor magnifique qui est notre lagon. J'en suis persuadé. Merci beaucoup. Merci en tout cas Stéphane Séjourné de nous avoir accordé cet entretien. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.